Bonsoir, et donc merci à Jean-Philippe d'être là. Alors, je me posais quelques questions métaphysiques pour savoir comment j'allais le présenter ce soir. Il m'a facilité la tâche, voilà. Donc Jean-Philippe Usan vient du laboratoire de physique théorique d'Orsay, c'est génial, tous les conférenciers étaient comme ça. Et également de l'Institut d'astrophysique de Paris, où il nous a rejoint, ça fait combien de temps maintenant? 6 mois? Un an? Un peu plus. Bon, on ne se voit pas beaucoup à l'IAP, il y a des couloirs partout, et la section efficace est assez faible, ça y est, ça fonctionne. Non, c'est juste que je ferme la chemise parce que sinon ça tombe. Voilà. Bon, nous allons on avoir va une essayer de série finir de façon décente, on n'a pas commencé. Quelques encore. conférences qui vont être consacrées à la cosmologie, enfin c'est un petit peu souvent le cas ici à l'Institut d'astrophysique. Vous le savez, nous avons quand même pas mal de spécialistes sur ces sujets. Et là, un sujet qui titille pas mal le domaine et qui nous pose des questions déjà depuis, Jean-Philippe va nous le dire, mais depuis au moins depuis les années 30, je pense, lorsque Dirac, je crois, a posé la première fois la question. Les constantes cosmologiques varient-elles? Donc, sujet fascinant. Et tout de suite, moi je trouve, et je pense que la salle nous rejoindra, enfin en tout cas on verra les questions qui seront posées à la fin. Et donc je te laisse tout de suite la parole pour à peu près, donc, comme d'habitude, les règles tu les connais, à peu près 1 heure, et puis ensuite des questions. Voilà, merci Jean-Philippe. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, comme vous le voyez, le titre est « Les constantes varient-elles ». Alors, quand j'ai écrit ce titre, je me suis tout de suite posé un certain nombre de questions. C'est que, clairement, ça fait un peu phrase contradictoire. Et je dis pour un non-spécialiste, même pour moi au début, quand je me suis posé cette question, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'était une question qui m'a paru assez bizarre. Et comme toujours, quand on a une question qui est assez bizarre, la première chose à faire, c'est essayer de définir un petit peu les mots qui se trouvent dedans, parce que sinon, on peut avoir l'air d'un charlatan. Et donc, pour savoir de quoi on parle, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon dictionnaire. Donc, j'ai ouvert, j'ai regardé à constante. Donc, je ne vous ai pas recopié toute la définition, mais si on regarde sur comment on définit une constante, et principalement donc, sous ce qu'ils appellent petit phys, qui veut dire physique, on lit la chose suivante: valeur numérique de certaines grandeurs permettant de caractériser un corps, grandeur particulière dont la valeur est fixe, masse et charge de l'électron, constante de Planck par exemple, et qui joue un rôle central dans les théories de la physique. Bon, donc là, on a l'impression que la question est très stupide, puisque le dictionnaire, donc l'Académie nous dit grandeur particulière dont la valeur est fixe. Bon, donc il semblerait qu'on pourrait arrêter cet exposé ici, mais on pourrait aussi se dire que cette définition n'est pas si claire que ça. Il y a des petites choses qui nous interpellent. Donc premièrement, on nous dit de certaines grandeurs permettant de caractériser un corps. Qu'est-ce qu'on entend par certaines? Il y a un petit par exemple donc, qui essaye peut-être de préciser un petit peu, parce qu'on nous dit la masse et la charge de l'électron, par exemple la constante de Planck, par exemple. Mais ça ne me dit pas combien je dois en considérer. Est-ce qu'il existe une constante, 10 constantes, une infinité de constantes, et qui joue un rôle central dans les théories physiques. Alors là, ça reste un peu un mystère pour moi, donc on va essayer un petit peu de jouer un peu avec ces définitions et de comprendre un peu peut-être ce que les gens de l'Académie ont voulu mettre derrière cette définition. Et donc, si je me pose la question, pourquoi certaines constantes? Donc, j'essaye un petit peu de me rappeler ce que je sais sur les constantes. Donc, la définition nous dit masse et charge de l'électron. Bon, je pourrais faire une liste des constantes de la nature que je connais. Et si je m'amusais à les classer, et je pourrais faire un jeu, je pourrais dire, mais que caractérisent ces constantes? Je fais un jeu, et dans ce jeu, je pourrais arriver, finalement, après un certain temps, à définir 3 classes de constantes que je vais appeler ABC, on pourrait les appeler autrement, mais ABC. Alors la classe A, c'est les constantes, je vais dire les plus banales, c'est celles qui caractérisent simplement un système physique donné. Par exemple, masse de l'électron, ça caractérise l'électron, c'est la masse de l'électron. Pareil pour la charge de l'électron. Je pourrais avoir des constantes qui sont un petit peu différentes, qui ne sont pas caractéristiques d'un seul système physique, mais en fait d'une classe de phénomènes. Et pour ça, par exemple, on peut penser à la constante de gravitation. Elle intervient dans la plupart des lois qui décrivent la gravitation. Et parmi ces constantes, il y en a quelques-unes que je vais qualifier de constantes universelles. On a l'impression qu'elles apparaissent dans beaucoup de lois de la physique. Alors bien sûr, quand je fais cette classification, j'écris sur un bout de papier toutes les constantes que je connais. Et pour faire cette classification, ça dépend un petit peu de ma connaissance de la physique que j'ai au moment où je fais cette classification. Et regardons, si on avait fait cette classification et qu'on essayait de classer la vitesse de la lumière, savoir si c'est une constante, si je la mets dans la boîte A, dans la boîte B ou dans la boîte C. Bien, si je suis au début du siècle dernier, ce que je vais dire, c'est la vitesse de la lumière, clairement, c'est
La vitesse de la lumière, c'est donc une caractéristique de la lumière. Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, avec Maxwell, avec la théorie de l'électromagnétisme, on se rend compte que cette vitesse n'est pas simplement une caractéristique de la lumière, c'est une caractéristique de tous les phénomènes électromagnétiques. Et donc, j'aurais plutôt envie, après Maxwell, de classer la vitesse de la lumière dans la boîte B, c'est-à-dire une constante qui caractérise tous les phénomènes électromagnétiques, toutes les ondes électromagnétiques, que ce soit les ondes radio ou les ondes lumineuses. Et puis arrive un petit peu la révolution avec Lorentz, avec Einstein au début du XXe siècle. Et là, on se rend compte que la vitesse de la lumière intervient aussi dans les phénomènes rentre dans la définition de la causalité, va rentrer, ce qui va faire en fait qu'elle prend une dimension supplémentaire. Elle n'est pas simplement une caractéristique des phénomènes électromagnétiques, mais en fait de tout phénomène qui est causal. Donc, elle intervient à peu près dans tous les phénomènes de la physique. Donc, elle tomberait dans la catégorie C. Et en fait, elle a même dépassé ce statut, puisque depuis quelques années, elle entre dans la définition du mètre, mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc, on voit que cette constante, qui paraissait anodine finalement au début, c'est-à-dire qu'on a compris que la lumière avait une vitesse finie, a finalement gagné des grades, on pourrait dire, pour finir en tant que constante universelle. Donc, on voit que caractériser une constante et dire quelle est l'importance d'une constante dépend de la connaissance que j'ai de la physique et de la description de la nature que j'ai au moment où je fais cette classification. Alors revenons un petit peu à notre définition. Donc, certaines constantes, maintenant on arrive à comprendre que parmi ces constantes, certaines sont plus importantes que d'autres et qu'on peut faire des petites classifications. Alors ces constantes seraient censées jouer un rôle central dans les théories de la physique. Alors ça, c'est pas très clair. Ce que l'on peut dire, si on reprend encore la vitesse de la lumière, cette vitesse, donc comme je vous l'ai dit, depuis la formulation de la relativité restreinte, rentre dans le principe de causalité, et c'est aussi une vitesse limite. Vous avez sûrement entendu dire qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière. C'est la plus grande vitesse que l'on peut atteindre, c'est une vitesse limite pour la propagation de l'information. On voit donc que cette vitesse joue une sorte de rôle limite pour une théorie. Si je travaille avec des vitesses qui sont très très petites devant la vitesse de la lumière, j'utilise la mécanique newtonienne, et c'est la mécanique qui nous permet d'expliquer le mouvement des voitures, le mouvement des avions, parce que leur vitesse est faible devant la vitesse de la lumière. Maintenant, quand la vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière, je ne peux plus négliger le fait qu'il existe une vitesse limite, je dois la prendre en compte. On se rend donc compte que l'existence d'une telle constante qui est la vitesse de la lumière permet en fait de fixer les limites de validité d'une certaine théorie, donc l'application de la mécanique newtonienne. Alors on peut représenter un petit peu ce qui se passe avec les diverses constantes. J'en ai pris 3 ici, parce que ceci va un petit peu s'éclairer par la suite. Donc ici, l'inverse de la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck, qui est caractéristique des effets quantiques. Quand je peux négliger, donc quand je travaille avec des vitesses qui sont très très faibles devant la vitesse de la lumière, cela revient à considérer que cette vitesse de la lumière était comme infinie dans la description que je fais. Si je néglige les effets de gravitation, cela revient à prendre la constante de gravitation nulle. Et si je fais de la physique classique, pour décrire les objets macroscopiques, la constante de Planck peut être considérée comme nulle. La théorie qui décrit la nature quand ces constantes, donc l'inverse de la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck sont nulles, est la mécanique newtonienne. Avec la formulation de la relativité restreinte, on peut décrire des mouvements qui ne sont plus faibles devant la vitesse de la lumière, et on voit donc que quand cette constante prend sa valeur, on a une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie de la relativité restreinte. Pareil, si maintenant j'allume d'une certaine façon la constante de gravitation, j'ai une description de la mécanique newtonienne qui prend en compte les effets gravitationnels, et c'est ce qu'on appelle la gravitation newtonienne. C'est celle qui décrit, en première approximation, le mouvement des astres dans le système solaire. Et pareil pour les effets quantiques, si je tourne cette constante qui est aussi une certaine valeur limite de ma théorie, si je l'allume, alors dans ce cas-là, j'ai la théorie de la mécanique quantique. Et ensuite, donc là, j'ai considéré des théories où j'avais allumé un seul effet. Je peux combiner ces deux effets. Si je combine les effets de la relativité restreinte et de la gravitation newtonienne, j'obtiens une théorie qui est la théorie de la relativité générale. Et de même, si je
si je combine la relativité restreinte et la mécanique quantique, j'obtiens une théorie qui s'appelle l'électrodynamique quantique. Alors ces théories qui sont la relativité générale, la gravitation newtonienne, la mécanique newtonienne, la relativité restreinte, l'électrodynamique quantique et la mécanique quantique sont des théories qui, dans leur domaine de validité, c'est-à-dire proches de ces points-là, sont assez bien testées expérimentalement. Et on peut se poser la question de ce qui se passe si on prend tous les effets en compte, c'est-à-dire si on veut décrire la gravitation, les effets relativistes et les effets quantiques ensemble, pour obtenir une sorte de métathéorie en fait, qui pourrait englober toutes les autres. Et c'est ce qu'on peut appeler la théorie du tout, qui pour l'instant, donc il y a certains candidats pour cette théorie, comme les théories des cordes, mais il n'y a aucune, formulation définitive et preuve expérimentale de l'existence d'une telle théorie. Donc on comprend en fait pourquoi ces constantes jouent un rôle central dans les théories physiques, puisqu'on voit qu'elles permettent de structurer les domaines de validité des différentes théories physiques. Et elles nous permettent de les classifier, d'en avoir une vue assez, intelligible. Alors revenons peut-être pour la dernière fois à notre fameuse définition. Les auteurs ont fait une petite liste de constantes de la nature, masse et charge de l'électron, constantes de Planck. Je pense que c'est pour nous donner une idée en fait, de ce que sont ces constantes. Et là, il y a un par exemple. Et clairement, donc, je vais vouloir parler un peu des constantes. Il faut que je me pose la question de combien est-ce que je dois considérer de constantes? Est-ce qu'il y en a un nombre arbitraire? Alors, la première chose que je peux faire, c'est prendre la théorie que je préfère, ou la théorie qui est la plus à jour aujourd'hui, et je vais considérer le modèle standard des interactions fondamentales. Donc c'est une théorie qui décrit trois interactions qui sont l'interaction électromagnétique, l'interaction forte, c'est celle qui est responsable en fait, de la cohésion des noyaux, et l'interaction faible, qui sont décrites de façon unifiée dans ce qu'on appelle un modèle standard, et la relativité générale qui décrit la gravitation. Donc si on compte les constantes qui existent dans la formulation mathématique de ces théories, on arrive avec une somme de 20 constantes. Alors est-ce que toutes ces constantes sont des constantes fondamentales? Ça c'est une autre question. Et en fait la réponse à cette question, je crois que je ne vais pas pouvoir vous la donner. Donc je considère que c'est plus une question métaphysique qu'une question de physique, du moins pour l'instant. Comme je vous l'ai montré sur mon petit cube des théories, on a l'impression qu'avec les trois constantes, qui sont la constante de Planck, la vitesse de la lumière et la constante gravitationnelle, on arrive à classifier toutes les théories physiques connues actuellement. Donc on a l'impression que ce chiffre 3 apparaît. Il y a aussi une autre raison, c'est que si je prends le système d'unités internationales, donc le système d'unités internationales me donne un certain nombre d'unités qui permettent de me dire que par exemple une masse est mesurée en kilogrammes, une distance est mesurée en mètres, et ainsi de suite. Donc les gens qui travaillent au bureau des poids et mesures et qui ont inventé ce système ont fait une liste de toutes les unités. Et ce que l'on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, parmi toutes ces unités, toutes peuvent s'exprimer en fonction de trois unités qui sont le kilogramme, le mètre et la seconde. Donc ces trois unités sont des unités d'une certaine façon fondamentales. Donc, ce qui veut dire que si je veux pouvoir quantifier un objet, le mesurer, lui donner une quantité, dire que ceci c'est 2 kg ou que cette vitesse c'est 1 mètre par seconde, je dois être capable d'avoir une masse de référence, un temps de référence et une longueur de référence. Et il se trouve qu'avec les trois constantes, qui sont la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck, je peux fabriquer un temps, une longueur et une distance en faisant des combinaisons de ces trois quantités. Donc c'est une autre indication pour considérer en fait qu'il existe trois constantes fondamentales de la nature. Mais on peut avoir en fait des attitudes tout à fait opposées, se dire qu'il n'y en a pas du tout en fait. Et l'argument pourrait être par exemple se dire que si j'arrive à formuler une théorie du tout, alors dans cette théorie, les constantes seraient simplement des constantes de conversion entre différentes unités. Bon. Mais là c'est un problème en fait qui est ouvert et qui ne me permettra pas d'avancer en fait dans la question que je me pose. Et donc ce que je vais faire, c'est avoir un point de vue très très pragmatique, et je vais dire que je vais appeler constante, à partir de maintenant, tout paramètre non déterminé par la théorie que j'utilise en ce moment. Donc je me place dans un cadre théorique, je dis j'utilise telle théorie, je travaille avec telle théorie, et dans cette théorie, je veux faire la liste des constantes, des paramètres qui ne sont pas déterminés par la théorie elle-même. Alors bien sûr, il y a deux situations. Soit ces paramètres sont des constantes fondamentales, soit ils ne le sont pas. Mais pour le savoir, il faut que je formule une théorie plus générale. Si ce sont vraiment des paramètres fondamentaux, la seule chose que je pourrais faire, c'est faire des expériences et mesurer leur valeur.
s'il existe une théorie plus générale, alors cette théorie doit me permettre d'expliquer la valeur de certaines des constantes de la théorie que j'utilise aujourd'hui. Donc ça me donne une certaine voie de pourquoi est-ce que je vais m'intéresser aux constantes et pourquoi je vais les utiliser. C'est que étudier les constantes d'une théorie, c'est en fait poser des questions sur la théorie elle-même, sur sa limite de validité et sur l'origine des constantes qui apparaissent dans cette théorie. Est-ce que ces constantes sont des choses qui sont inatteignables, inaccessibles et qui ne peuvent être simplement mesurées, ou est-ce qu'il existe une théorie qui peut me permettre de les prédire? Alors, donc ceci nous donne en fait une première fenêtre sur cette justification sur pourquoi s'intéresser aux constantes. On voit que ça va être un outil pour tester nos théories et un outil pour essayer de tester les limites de ces théories. Alors, j'ai parlé un petit peu de système d'unité et je voudrais un peu revenir avant d'aller plus loin sur le lien qu'il existe entre les constantes et les systèmes d'unité. Et pour cela, je vais prendre un exemple qui est l'exemple de la force de gravitation, telle qu'elle a été formulée par Newton. Donc la force qui est entre deux masses, donc ici j'ai pris arbitrairement la Terre et la Lune, donc la force gravitationnelle est une force, donc ce qu'a montré Newton, qui est proportionnelle au produit des masses des deux corps et inversement proportionnelle au carré de la distance entre ces deux corps. Donc plus les objets sont lourds, plus la force entre ces objets est forte, et plus ils sont loin, plus cette force est faible. Mais si l'on regarde cette équation, on sait que les masses sont mesurées en kilogrammes, les distances sont mesurées en mètres, et la force est mesurée en unité qu'on appelle le newton, mais qui est une combinaison de kilogrammes, de mètres et de secondes. Et donc on se rend compte que si on écrit simplement que la force est égale au produit de la masse divisé par la distance au carré, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire que des torchons sont égales à des serviettes. Donc il faut un facteur pour convertir les uns en les autres, pour que cette phrase ait un sens, pour dire que la force est quelque chose. Il faut qu'on parle du même objet à gauche et à droite. Et pour cela, il faut introduire une constante qui a une certaine dimension, de telle façon que ici, on ait des newtons et que globalement, cette quantité-là ici soit aussi des newtons. Et c'est la constante G qui est la constante de gravitation, constante de Newton. Et cette constante G, on la mesure, pas Newton, mais Cavendish l'a mesurée, et il a obtenu une certaine valeur. À côté de ça, il y a les expériences qui sont plutôt des expériences de pensée de Galilée, qui remarque en fait que si je lâche deux corps du haut de la tour de Pise, ces deux corps doivent atterrir au même moment, indépendamment de leur masse et de leur composition chimique. Ce qui veut dire que la lettre que je mets ici, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la masse des deux corps qui sont en train de s'attirer et qui ne dépend pas de leur composition chimique. Mais maintenant, imaginons que l'histoire a été différente, que les aléas historiques qui ont mené à la définition de ce que j'appelle aujourd'hui un mètre et de ce que j'appelle aujourd'hui un kilogramme aient été différentes. Supposons qu'au lieu que le mètre soit cette distance-là, il se trouve que pour une raison inconnue, le mètre était cette distance-là. Vous vous rendez bien compte que quand Cavendish aurait fait ses expériences, il n'aurait pas trouvé la même valeur que celle que je connais aujourd'hui. Il aurait trouvé une valeur qui dépend de la nouvelle définition du mètre. Alors ceci pose un problème, parce qu'on est en train de dire, je suis en train de dire, que la valeur en fait, numérique d'une constante est intimement liée à un arbitraire qui est le choix de ce que j'appelle un mètre, le choix de ce que j'appelle une seconde. Alors ça, ça peut vous créer un doute. Moi, ça m'en a créé pendant longtemps, parce que je veux parler d'étudier la variation de quelque chose qui apparemment semble arbitraire, dont la valeur semble arbitraire puisqu'elle est liée à un choix qui est un choix arbitraire de système d'unité, de ce que j'appelle un mètre, de ce que j'appelle une seconde. Alors en fait, on peut essayer de s'affranchir de ce problème. Pour cela, faisons une expérience de pensée. Supposons que j'ai chez moi une balance, je veux savoir combien je pèse. Donc je me pèse aujourd'hui, je pèse 75 kg. Bon, très bien, je fais la même chose le lendemain, donc je suppose que je n'ai pas de grande variation de poids. Mon poids est supposé être une constante. Et le lendemain, je pèse 76 kg. Alors qu'est-ce que je dois en déduire? Alors la première chose que je peux déduire, c'est que clairement j'ai grossi du jour au lendemain, et ça c'est des choses qui arrivent.
La deuxième chose, si je veux vraiment m'en sortir, je me dis, mais finalement, c'est ma balance qui s'est déréglée. Donc finalement, mon poids est le même, mais c'est ma balance qui n'appelle plus la même chose 1 kg. Elle s'est déréglée. Peut-être que hier, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Donc les ressorts dans ma balance n'ont plus exactement les mêmes constantes de raideur. Et finalement, la vérité, c'est peut-être quelque chose entre les deux. C'est que je ne pèse pas exactement la même chose et que la balance ne mesure pas exactement la même chose. Mais alors, si je veux résoudre ce problème, la chose que je peux faire, donc je ne peux pas dire si j'ai grossi ou si c'est la balance qui s'est détraquée du jour au lendemain. Ce que je peux dire, c'est que si je me mesure moi et si je mesure un autre objet, par exemple ce verre d'eau, et que je fais le rapport de ces deux masses aujourd'hui et le rapport de ces deux masses demain, on voit bien que, comme je fais un rapport, je m'affranchis de l'arbitraire qui est lié à la variation de masse de mon objet de mesure, qui est ma balance. Donc, ceci nous donne une indication, c'est si je veux parler de variation des constantes et leur donner vraiment un sens en termes de mesure, il va falloir simplement que je considère des combinaisons qui sont indépendantes du choix de cet arbitraire qui est le système d'unité. Et donc, pour cela, il faut que je considère des choses qui sont sans dimension. Par exemple, des kilogrammes divisés par des rapports de masse, des rapports de force. Dire la force de gravitation est plus forte aujourd'hui que la force que le rapport. Qu'est-ce que je veux dire ? Que la force de gravitation est plus forte aujourd'hui par rapport à la force électromagnétique qu'elle était il y a 100 ans, ça a un sens parce que je compare deux choses qui sont les forces. Cela ne dépend pas de la façon dont est définie l'unité de force. D'autre part, si les constantes sont différentes entre différents points de l'espace et du temps, eh bien, par exemple, mon mètre, il est composé de matière, il est composé de protons, il est composé d'électrons. Si la masse des électrons, la masse des protons n'est pas la même ici et ici, ou la même aujourd'hui et demain, mon appareil de mesure n'est pas exactement le même. Donc, il y a deux effets, c'est que mon appareil de mesure lui-même va dépendre de la position dans l'espace et dans le temps dans lequel je me place. Et donc, en fait, c'est une deuxième raison en fait, pour considérer simplement la variation de quantité sans dimension. Donc, si on se restreint à l'étude de choses qui sont des rapports de masse, des rapports de force, alors on va pouvoir parler sérieusement de quelque chose sans faire trop d'erreurs. Donc, je vais faire une première conclusion, ce n'est pas la fin, ne vous en faites pas. Donc, là, j'ai pris un petit peu, j'ai essayé de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour se poser cette question qui semble tout à fait paradoxale pour lui donner un sens. Donc la première chose, c'est de dire ce que j'appelle constante, je vais plutôt l'appeler paramètre, et c'est tous les paramètres physiques d'une théorie et de la théorie que je considère. Je dois me rappeler que leur valeur numérique dépend de la définition de mes systèmes d'unité, donc que c'est quelque chose qui a priori est arbitraire, et que pour cette raison, seule la mesure de variation de constante sans dimension va avoir un sens dans la suite. Donc, si on se rappelle ça, on fait moins de bêtises. En tous les cas, moi. Bon. Alors maintenant, on peut essayer de se dire pourquoi est-ce que je veux essayer d'étudier les constantes de la nature. Qu'est-ce que je peux espérer apprendre? Alors, si je prends un objet quelconque, ce pointeur, le verre d'eau, la masse de cet objet, c'est bien sûr la masse de ses constituants. La masse du verre d'eau, c'est la masse de l'eau plus la masse du verre. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Albert Einstein qui nous a dit aussi que la masse est juste une forme d'énergie, c'est-à-dire que aussi l'énergie est une masse. Et donc la masse d'un objet, ce n'est pas simplement la masse de ses constituants, c'est la masse de ses constituants plus l'énergie pour les maintenir ensemble. Donc si je prends un noyau atomique, le fait que ce noyau atomique soit lié ensemble, que les protons et les neutrons dans ce noyau atomique soient scellés les uns avec les autres, fait que la masse de cet atome est différente que la somme des masses de ses constituants, c'est-à-dire de ses protons et de ses neutrons. Et ceci est fondamental puisque c'est à la base, bien sûr, de l'énergie nucléaire. C'est que si on casse des noyaux, on peut extraire une partie de l'énergie qui permet de les maintenir ensemble, et c'est l'énergie nucléaire. Alors, ma masse, donc, elle dépend de la masse des constituants. Donc, clairement, elle va dépendre, par exemple, de la masse des électrons, de la masse des protons, de la masse des neutrons. Elle dépend de l'énergie pour les maintenir ensemble. Ce qui permet à des objets de tenir ensemble, c'est les interactions fondamentales, c'est la force électromagnétique, c'est la force forte, c'est la force de gravitation pour un objet macroscopique. Et donc, il va y avoir un certain nombre de constantes, comme la constante de gravitation, la charge de l'électron, qui vont intervenir dans cette quantité. Donc, la masse de n'importe quel objet dépend d'une série de constantes de la nature, qui, par l'intermédiaire des lois qui permettent de décrire ces interactions. Donc, si les constantes ne sont pas les mêmes en deux points de l'espace,
si je prends un objet et que je le transporte d'un point à un autre, la masse de cet objet, alors bien sûr sous-entendu comparé à une masse test, par exemple la masse de cet objet en unité de la masse du proton, va dépendre de l'espace et du temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je prends un corps et que je le déplace dans l'espace-temps en me disant maintenant donc la masse de cet objet n'est pas la même ici qu'elle est là. Alors il y a un principe en physique qui est ce qu'on appelle le principe d'inertie. C'est si je considère un objet sur lequel aucune force n'agit, qui a un mouvement libre, alors cet objet se déplace à vitesse constante. Ça a été formulé par Galilée, donc on peut le vérifier, sauf que malheureusement, il y a de l'air autour de nous, donc il y a une force de frottement, donc pour le vérifier, il faut aller dans l'espace. Mais c'est un principe qui est très, 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 très bien vérifié. D'autre part, il y a un autre principe auquel nous sommes beaucoup plus sensibles, qui est le principe de conservation de l'énergie. Il dit que l'énergie globale d'un système est conservée. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, cela a un sens que EDF mette des compteurs devant chez vous, parce que s'il n'y avait pas conservation de l'énergie, on ne pourrait pas dire, par exemple, que ce que EDF vous envoie est ce que vous avez consommé. Il faut que quelque part, on sache qu'il n'y ait rien de perdu. Alors, si je prends un corps qui est animé donc un corps de masse m qui est animé d'une certaine vitesse, que je vais appeler v, ce corps a une certaine énergie, et cette énergie, c'est simplement l'énergie liée à son mouvement, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique, et c'est à peu près la seule formule que je vais mettre dans cette présentation, qui est donnée par le produit de la masse par le carré de sa vitesse. Donc si on regarde cette formule, ça veut dire que si vous êtes au volant de votre voiture, si vous conduisez 2 fois plus vite, votre vitesse c'est 4 fois plus grande, donc vous êtes 4 fois plus dangereux, et donc il vaut mieux être 4 fois plus lourd que 2 fois plus rapide, globalement. Et aussi, il y a un petit dicton qu'il vaut mieux, un sumo très rapide est beaucoup plus dangereux qu'un petit gringalet qui est lent, quoi. C'est un peu... Donc si je vois cette formule, donc normalement, si je l'applique dans les conditions standards dans lesquelles je fais de la physique, c'est-à-dire la masse d'un objet est constante quand je me déplace, je rejoins le principe d'inertie, il n'y a aucune force qui agit sur mon mobile, sa masse est constante, son énergie est constante, je retrouve bien que sa vitesse est constante, donc il se déplace à vitesse constante. Maintenant, imaginons que je me déplace et que d'un endroit, disons ici, où la masse vaut quelque chose, un endroit qui est ici où la masse est plus faible. L'énergie étant conservée, comme la masse diminue, pour que le produit des deux soit constant, il faut que la vitesse augmente. Donc, c'est ce que j'ai schématiquement. Donc, on voit qu'un objet qui se déplace sans qu'aucune force agisse sur lui, si les constantes sont différentes en différents points de l'espace-temps, s'il se déplace dans un endroit où sa masse va diminuer, alors il va accélérer. Mais clairement, ceci est en contradiction avec le principe d'inertie. Donc, on en conclut que si les constantes varient, le corps va subir une sorte d'accélération. L'accélération, c'est ce qui fait changer la vitesse, qu'on va appeler anormale, puisque dans le cas normal, on a le principe d'inertie et la conservation d'énergie, et que clairement, la vitesse doit rester constante. Et que bien sûr, comme la masse d'un objet macroscopique dépend de sa composition, si je prends un objet qui est de l'or ou du plomb, je n'ai pas le même nombre de protons, le même nombre d'électrons et le même nombre de neutrons. Donc, si c'est la masse du proton, par exemple, qui est différente ici et ici, quand je me déplace, un morceau d'or qui est ici ou un morceau de platine qui est ici ne va pas avoir la même variation de masse quand je vais le transporter jusqu'ici, et donc pas la même accélération. Donc cette accélération que le corps subit va dépendre de sa composition chimique. Donc ça, c'est une information intéressante. Donc la question, on retourne en fait voir Galilée qui nous dit si je laisse tomber 2 pierres du haut de la tour de Pise, ces 2 pierres doivent arriver en même temps indépendamment de leur masse et de leur composition chimique. Alors est-ce qu'on peut tester ça? Est-ce qu'on teste ça? Et avec quelle précision est-ce qu'on teste ça? Puisque si ce que je dis est vrai ici, il faut que je teste, il faut que je sache à quel point 2 corps qui ont des compositions chimiques différentes tombent de la même façon. Alors ça, c'est une longue histoire. Je vais juste piquer un transparent. Donc, si on revient à Galilée, donc Galilée, en fait, n'a jamais fait l'expérience. Galilée a fait une expérience de pensée. Il savait très bien, en fait, Galilée, que s'il faisait l'expérience, elle n'aurait pas fonctionné, puisqu'il y a le frottement de l'air, il ne pouvait pas s'en affranchir, il l'écrit lui-même, il faut faire l'expérience dans le vide. En fait, il faut attendre Newton pour en fait, faire l'expérience avec des pendules de torsion, avec des pendules, puis des pendules de torsion
à la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, et ensuite tester ça dans l'espace avec des expériences comme Microscope et STEP qui vont bientôt être lancées, donc avec une précision effarante. Alors juste pour vous montrer, parce que je me suis rendu compte quand j'ai préparé que c'était assez réparti, il y avait très peu d'images, alors j'en ai profité pour en mettre quelques-unes. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on teste le principe d'équivalence? Donc le fait que deux corps de composition chimique et de masse différentes tombent de la même façon, ça s'appelle ce qu'on appelle le principe d'équivalence ou l'universalité de la chute libre. Alors une façon de le faire, et que l'on fait aujourd'hui, c'est de regarder à quel point la Terre et la Lune tombent de la même façon dans le champ gravitationnel du Soleil. Et pour cela, on a utilisé le fait qu'il y a eu des missions Apollo qui sont allées sur la Lune et qui ont déposé, donc ici pour Apollo 11, Apollo 14 et Apollo 15, des miroirs sur la Lune. Et ici, il y a une mission franco-soviétique qui avait déposé un miroir, donc Lunacode 1, celui-ci ne fonctionne plus. Donc voilà, je vous ai représenté ici des exemples de rétroréflecteurs qui sont déposés à la surface de la Lune. Et depuis différentes stations terrestres, donc ici en Autriche, à Grasse près de Nice, à McDonald's aux États-Unis et à Hawaï, on éclaire la Lune avec des faisceaux laser. Ces faisceaux laser se réfléchissent sur ces miroirs et donc reviennent. On calcule le temps d'aller-retour des lasers et par une méthode de triangulation, sachant comment la lumière se propage, on peut déterminer la position de la Lune par rapport à celle de la Terre avec une précision de 1 cm. Et ça, c'est une expérience qui fonctionne depuis une trentaine d'années. Donc depuis 30 ans, on mesure la position relative de la Lune par rapport à la Terre avec une précision de 1 cm. Donc on peut vérifier à quel point la Terre et la Lune tombent de la même façon dans le champ de gravitation du Soleil. Donc, ce qui veut dire que sur les échelles du système solaire, on vérifie très très bien en fait que les constantes sont constantes d'une certaine façon. Indirectement, mais si elles variaient beaucoup sur la taille de l'orbite de la Terre autour du Soleil, on verrait des grandes différences entre ce qui se passe l'été et ce qui se passe l'hiver, ce qui n'est pas le cas. Donc si je fais une deuxième petite conclusion partielle, on se rend compte avec la petite analyse que je viens de faire que étudier les variations des constantes, c'est aussi étudier les déviations à la loi de Newton ou à la relativité générale, c'est-à-dire expliquer pourquoi il y a cette accélération que je ne devrais pas voir. Et c'est aussi tester la violation de l'universalité de la chute libre, c'est-à-dire tester le fait que tous les corps ne tombent pas de la même façon dans un champ de gravité ou dans un champ de gravité. Tout ceci, c'est trois aspects liés. Donc en étudiant celui-ci, je me permets en fait de tester la loi de la gravité que j'utilise aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque j'ai envie de mieux connaître ma loi de la gravité. Quoi, personnellement, je ne sais pas si... Alors bien sûr, on ne cherche pas des effets qui sont très très grands parce que un des fondements de la physique expérimentale et qui a permis de faire finalement beaucoup de progrès en physique, c'est que quand je fais une expérience, je peux reproduire cette expérience, deux équipes peuvent faire la même expérience indépendamment et vérifier leurs résultats. Donc, s'il y avait eu des très grandes variations, disons à l'échelle de la Terre ou à l'échelle de la taille du système solaire, il y aurait eu des grands problèmes des différentes équipes mondiales qui font différentes expériences, qui se sont rendues compte de certaines incompatibilités, ou des résultats qui ont été obtenus il y a une centaine d'années ne seraient pas reproductibles et on ne les comprendrait plus aujourd'hui. Donc clairement, on cherche des effets tout petits. Il y a une faute. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est vous expliquer un petit peu différentes méthodes observationnelles, expérimentales, pour tester ces constantes, savoir à quel point elles sont constantes. Alors, je ne peux pas vous faire le panorama serait très très long, donc j'ai choisi de me restreindre à une seule constante, qui s'appelle la constante de structure fine, mais elle est un peu compliquée quand on la voit comme ça. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est la charge de l'électron au carré divisée par la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Et ça, vous oubliez. Non, mais... alors, elle est mesurée, elle vaut 1 sur 137, blablabla. Alors, bon, vous allez me dire pourquoi prendre celle-là et pourquoi pas une autre. La raison, c'est qu'elle fait intervenir
la charge de l'électron. Et comme vous savez, dans la force électromagnétique entre un proton et un électron est proportionnelle aux charges de ces deux objets. Donc la charge du proton et la charge de l'électron. Donc cette constante, en fait, caractérise l'amplitude de tous les phénomènes électromagnétiques. Et les phénomènes électromagnétiques, je pourrais dire, nous sommes un peu baignés dedans. Il y en a partout. On a la télévision, le téléphone, la lumière, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une force qui est très très bien connue. Donc en étudiant cette constante, on va étudier quelque chose que l'on connaît assez bien, que l'on décrit assez bien, qui va être finalement assez peu dépendant de la théorie qui décrit l'électromagnétisme, puisque c'est une théorie qui est très très bien testée. Alors donc, ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu vous présenter différents aspects de tests qui ont été développés. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de chacun des tests, mais ce que je voudrais, c'est vous donner un panorama en fait, des idées que les gens ont développées, des astuces que les gens ont développées pour tester cette hypothèse. Alors, un des premiers aspects, c'est d'utiliser des méthodes que je qualifierais de méthodes nucléaires, et dont l'idée est la suivante. C'est-à-dire que quand je regarde un noyau atomique, donc ce noyau atomique, et le fait que ce noyau soit stable à instable, en fait, résulte du fait qu'il y a une compétition entre une force, qu'on appelle la force d'interaction forte, qui est une force attractive entre les différents quarks. Les quarks sont les composants des protons et des neutrons, donc il y a une force attractive entre ces quarks. Et une répulsion électromagnétique entre les protons, qui sont de même charge. Donc deux corps de même charge ont tendance à se repousser. Alors on se rend compte que si l'amplitude de la force électromagnétique par rapport à l'amplitude de la force change, le fait qu'un noyau soit stable ou instable va changer. Si la force électromagnétique devient beaucoup plus forte que la force forte, cette répulsion va être beaucoup plus forte que la force d'attraction, et donc des noyaux qui sont stables auraient tendance à devenir instables. Et réciproquement, si la force électromagnétique devient beaucoup plus faible, alors les noyaux sont beaucoup plus liés, et il y aurait beaucoup plus de noyaux stables que de noyaux instables. Donc on peut se poser la question, est-ce que des noyaux qui sont stables ou instables aujourd'hui étaient stables ou instables, disons, il y a quelques milliards d'années? Et une façon de faire cela, c'est d'aller chercher des échantillons géophysiques, géochimiques, et de faire des datations avec différents isotopes instables et de comparer ces différentes datations et de voir à quel point elles sont compatibles entre elles. Alors si on fait cet exercice, on peut montrer que cette fameuse constante de structure fine, donc l'amplitude des interactions électromagnétiques n'a pas varié de plus de 0,04%, donc c'est quelque chose qui est très très faible, sur quelque chose comme 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, c'est à peu près l'âge disons, un peu moins que l'âge de la Terre. Donc on voit que ces méthodes nucléaires nous donnent une information comme quoi sur des périodes qui sont de l'amplitude de l'âge de la Terre, la variation est très faible. Alors un autre phénomène qui va dans le même sens, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'Oclo. Et je vais prendre 5 minutes pour vous le décrire parce que c'est une des choses que je trouve assez fabuleuse. Alors Oclo, c'est un réacteur nucléaire naturel. Alors Oclo, c'est le nom d'une ville qui se trouve au Gabon. Donc Oclo ici, le Gabon est là. Et en 1972, des prospecteurs miniers du CEA cherchaient de l'uranium au Gabon. Et ils ont trouvé un endroit où il y avait de l'uranium, mais dont le taux d'uranium était beaucoup plus faible que la moyenne en fait, des mines d'uranium, donc qui était naturellement appauvri en uranium. Alors les géologues se sont posé des questions. C'était en fait un grand problème d'expliquer pourquoi est-ce que cet uranium était appauvri. L'hypothèse qui a prévalu à l'époque, c'était de penser que les Russes faisaient des expériences de bombes atomiques avaient fait des expériences de bombes atomiques dans cet endroit, ce qui était une explication assez simple. Et en fait, on s'est rendu compte, après une analyse plus fine, que dans ce site, dans cette mine d'uranium, avait fonctionné de façon complètement naturelle, il y a 2 milliards d'années, un réacteur nucléaire. Alors vous allez me dire comment est-ce possible, parce que si on essaie de réfléchir à la débauche technologique qu'il faut pour construire un réacteur nucléaire aujourd'hui, ça semble un peu absurde que la nature elle-même, tout seul, sans rien faire, ait réussi à faire marcher un tel réacteur. Alors pourquoi est-ce qu'un tel réacteur a pu marcher il y a 2 milliards d'années ? Alors si je regarde la composition des isotopes d'uranium aujourd'hui, dans le système solaire en moyenne, je vois que sur 100 000 atomes d'uranium, il y a environ 720 atomes d'uranium-235. Et la chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est l'uranium-235 qui est utile
dans nos centrales nucléaires. C'est celui-ci qui va permettre d'entretenir les réactions thermonucléaires. Mais l'uranium-235, c'est un atome qui est instable, il a tendance à se désintégrer, mais il a tendance à se désintégrer beaucoup plus vite que l'autre isotope, qui est l'uranium-238. Donc si le rapport aujourd'hui était de 720 atomes pour 100 000, si je remonte il y a 2 milliards d'années, le taux d'uranium-235 était de 3000 atomes pour 100 000. Donc le temps, en fait, si on remonte dans le temps, le minerai d'uranium, si on avait eu des centrales nucléaires à l'époque, il y a 2 milliards d'années, il aurait suffi d'aller dans des mines, de prendre le minerai, il était naturellement enrichi. Il avait suffisamment d'isotope 235, et si on l'avait mis dans une centrale nucléaire telle qu'elle, il aurait permis à cette centrale nucléaire de fonctionner. Alors ce n'est pas la seule condition. Quand, dans la fission de l'uranium-235, on produit des neutrons, ces neutrons vont casser d'autres atomes d'uranium, donc il faut entretenir cette réaction en chaîne. Donc si les neutrons en général sont trop rapides, il faut les ralentir. Pour les ralentir, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un modérateur. Dans cette mine, il y avait de l'eau qui ruisselait, et on a pu montrer que l'eau a joué le rôle de modérateur. Elle a ralenti les neutrons qui étaient trop rapides, donc il y avait suffisamment de neutrons qui restaient autour pour pouvoir entretenir la réaction en chaîne. D'autre part, il ne fallait pas que ces neutrons soient complètement absorbés par les autres composants du minerai. S'il y avait eu des atomes, par exemple, type alcalin, on aurait pu en fait, arrêter très rapidement la réaction en chaîne. Et il se trouve, ça c'est un peu le hasard, qu'il y a une très faible concentration dans ce type de composés. Et d'autre part, il fallait que la taille de la mine soit suffisante, puisque un neutron est produit, et si sa vitesse est telle qu'il sort de la chambre, c'est-à-dire de l'endroit où se trouve l'uranium avant d'interagir une nouvelle fois, il est perdu pour la réaction en chaîne. Donc il fallait une mine qui soit suffisamment grande, et il se trouve que c'était le cas aussi dans cette mine du Gabon. Donc toutes les conditions étaient requises en fait pour qu'une telle mine, un tel réacteur nucléaire puisse fonctionner de façon complètement naturelle. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser ça ? Et je peux, alors en reconstruisant un puzzle qui est très très compliqué, remonter aux caractéristiques de ces réactions nucléaires il y a 2 milliards d'années et les comparer aux caractéristiques des réactions nucléaires aujourd'hui, que je mesure en laboratoire. Alors ça, c'est quelque chose de très très compliqué, mais si on fait ce travail, on peut montrer que cette constante de structure fine, donc qui caractérise l'amplitude des phénomènes électromagnétiques, n'a pas varié de plus de 0,0001% en 2 milliards d'années. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux parce qu'on a encore une indication que ces constantes ont très très peu varié. Encore sur des échelles de temps qui sont typiquement de l'échelle de temps de la taille de la Terre. Alors maintenant, si je pense aux phénomènes électromagnétiques, un autre endroit où les phénomènes électromagnétiques interviennent sont dans les spectres des atomes. Donc les atomes sont des noyaux, il y a des électrons, un nuage électronique autour de ces atomes. Et ces atomes ont ce qu'on appelle un spectre atomique. Et ce spectre est une sorte d'empreinte digitale des atomes. Donc ici, j'ai mis l'empreinte digitale d'un pouce. Et si je suis fiché par la police et qu'on retrouve mon empreinte digitale, on peut dire « Ah, lui, je le connais, c'est Jean-Philippe ». On peut faire la même chose avec des atomes. Si j'ai un gaz qui est par exemple composé de fer, mais je ne sais pas qu'il est composé de fer, je l'éclaire et je le laisse rayonner. Et il va y avoir des petits traits d'émission ici. La position de ces raies, leur position relative, est une carte d'identité de cet atome. Donc ici, je vous ai représenté l'atome de fer et l'atome de magnésium. Donc, ce que l'on peut se dire, c'est est-ce que l'on pourrait arriver à vérifier que ces cartes d'identité de différents atomes est la même au cours du temps, ne change pas au cours du temps? Est-ce que c'est possible de faire ça? Alors, une façon de faire, c'est de comparer des montres qui sont constituées de transitions atomiques avec différents atomes. Donc ça, on peut le faire en laboratoire sur Terre, mais bien sûr sur des échelles de temps qui sont assez courtes, typiquement de l'ordre de l'année à 2 ans. Alors si on compare différentes horloges atomiques qui sont constituées d'atomes différents et qui utilisent des transitions atomiques différentes, c'est-à-dire que des raies, des spectres que je vous ai montrés qui sont différentes, on peut vérifier à quel point 2 montres de constitution différente fonctionnent à la même vitesse pendant une grande échelle de temps. Ce que j'appelle grande échelle de temps ici, c'est de l'ordre de l'année.
des expériences qu'on fait en laboratoire. De l'autre côté de la cour, ici, il y a de telles montres atomiques. Et on arrive à montrer que sur une échelle de 1 à 2 ans, l'amplitude des interactions électromagnétiques ne varie pas de 10 puissance moins 14. C'est 0,1301%. Non, 11,01%. Donc c'est extrêmement petit. C'est-à-dire que sur une échelle de temps courte, c'est une excellente approximation de dire que ces constantes sont vraiment constantes. Il y a des choses qui vont être encore améliorées. Et il y a actuellement au CNES un projet qui est de lancer un ensemble d'horloges dans l'espace, donc de s'affranchir des effets de gravitation et de comparer le fonctionnement de ces horloges dans l'espace. Et on pense pouvoir améliorer encore d'un facteur 10 à 100 cette contrainte. Mais bien sûr, c'est sur des échelles de 1 ou 2 ans, et je vous ai montré qu'avec d'autres méthodes, on arrivait à des contraintes qui sont certes beaucoup plus faibles, mais sur des échelles de temps qui sont de l'ordre du milliard d'années, donc sur des échelles de temps beaucoup plus grandes. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver l'équivalent de nos échantillons géochimiques, c'est-à-dire des spectres atomiques qui ont été émis dans le passé? Alors, est-ce que c'est possible de faire ça? En fait, c'est possible, et pour le faire, il faut se tourner vers l'astrophysique et vers ce qu'on appelle les spectres d'absorption de quasars. Donc, des quasars, ce sont des objets très brillants. Ce qu'est un quasar, en fait, pour aujourd'hui, ne nous intéresse pas. Donc, c'est simplement un objet très, très lumineux et qui est très, très lointain dans l'espace. S'il est très lointain dans l'espace, ça veut dire que la lumière qu'il a émise, il l'a émise il y a très, très longtemps. La lumière émise par ce quasar et que j'observe sur Terre se propage, et elle se propage dans le milieu intergalactique où il y a des nuages. Ces nuages sont composés d'un certain nombre d'atomes, par exemple le fer, dont je vous ai montré le spectre tout à l'heure, ou le magnésium. Quand cette lumière traverse ce nuage, elle excite ces atomes, mais elle les excite simplement là où il y avait les raies d'émission, mais cette fois-ci en absorption. Donc au lieu d'avoir des raies lumineuses, ce que je vois, c'est des raies noires dans mon spectre continu, qui était le spectre de mon quasar. Et la position de ces lignes noires sont exactement la position des lignes lumineuses que je vous avais montrées dans mon spectre de mon atome de fer ou de mon atome de magnésium. Bien sûr, l'atome est excité, le photon est réémis, mais il est réémis dans une direction aléatoire, ce qui fait que pour l'observateur, on voit ces raies noires. Donc si je mesure un spectre d'absorption dans des nuages de quasars, je peux comparer le spectre que j'observe à un spectre de référence mesuré en laboratoire. Et je peux me poser la question, est-ce que ces deux empreintes digitales sont les mêmes? Est-ce que l'atome de fer, aujourd'hui sur Terre, a le même spectre qu'il y a 10 milliards d'années dans ce nuage? Alors, il y a des astrophysiciens qui se sont posé la question et qui ont fait ces mesures et qui ont fait des comparaisons et qui sont arrivés au résultat assez surprenant, du moins pour toute la communauté scientifique, de découvrir qu'il y a à peu près 10 milliards d'années, entre 5 et 10 milliards d'années, l'interaction électromagnétique était plus faible qu'aujourd'hui. Alors, plus faible de 0,001%, donc quelque chose de très très petit. Alors bien sûr, quand le résultat est apparu, ça a été un peu une émotion dans les gens qui font de la théorie, parce que c'est quelque chose qui est difficile à concevoir. On veut bien tester que les constantes sont constantes, et tant qu'on trouve 0, quand on trouve que ça n'a pas varié, on est très content parce qu'on se dit, je le savais, il n'y a pas de problème, je suis conforté dans mes croyances, disons dans mes théories, elles marchent bien. Et quand ces résultats sont apparus, les gens se sont posés beaucoup de questions. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les gens utilisaient des nuages d'absorption en direction de 17 quasars, que ce n'est pas des données qui sont très très simples à étudier, puisqu'il y a beaucoup d'effets systématiques, on ne connaît pas exactement. Ces gaz ont absorbé la lumière il y a 10 milliards d'années, donc il faut bien modéliser la physique de ces gaz. Mais il y avait surtout, et ça va nous mener à une autre série de questions, un problème de compatibilité. Parce que ici, je suppose que l'amplitude de l'interaction électromagnétique a varié, mais honnêtement, si je laisse une constante varier, je dois quelque part me dire que toutes les constantes doivent varier, d'une certaine façon. Peut-être certaines plus que d'autres, mais on peut montrer que différentes constantes varient, et il y a d'autres mesures faites avec des quasars dans les mêmes types de nuages
sur d'autres constantes, mais que l'on sait relier à la constante de structure fine, qui posent un problème de compatibilité, qui ne sont pas compatibles avec ces détections. Alors, à l'heure actuelle, je veux dire que la question n'est pas résolue. Donc, il y a deux aspects. Premièrement, il n'y a qu'une seule équipe dans le monde qui a fait cette mesure. Et ici, donc à l'observatoire, à l'IAP, il y a des gens qui sont en train de refaire cette mesure avec le très grand télescope. Donc, le fait d'utiliser un autre instrument va peut-être permettre de supprimer certains effets systématiques. Et d'autre part, le second point est de se dire, supposons que je prenne ça au sérieux, que je prenne cette mesure au sérieux, en tant que théoricien, est-ce que cette mesure me choque vraiment? Si j'y réfléchis bien, est-ce qu'elle me choque vraiment ou est-ce qu'elle m'apprend quelque chose? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans la dernière partie un peu de l'exposé. Donc si je fais le bilan de ce petit tour des observations et des expériences, je vois que sur des échelles de temps très très différentes, qui vont de l'année, 2 milliards d'années, donc avec le phénomène d'Oclo, 4 milliards d'années avec des données donc, qui viennent soit de météorites, soit des données géochimiques, des données de 7 à 10 milliards d'années avec les quasars, et des données dont je ne vous ai pas parlé avec des phénomènes cosmologiques comme la nucléosynthèse primordiale, qui sont donc, elles, sur des grandeurs de l'âge de l'univers, c'est-à-dire 15 milliards d'années. On voit qu'on a des contraintes qui sont assez fortes, et on a ce résultat, ici, qui semble dénoter en fait avec un petit peu tout le reste, et qu'on va essayer de comprendre. On a d'autre part une contrainte qui vient du test de l'Université de la chute libre dans le système solaire. Mais bien sûr, si on veut comparer ces différentes contraintes, la première chose, c'est de se dire, mais elles ne sont pas au même instant dans l'histoire. Donc si votre constante, là, si elle varie comme ça, elle peut très bien avoir varié de ça aujourd'hui, et puis être beaucoup plus petit que ça 3 milliards d'années plus tard. Donc quelque part, il faut que je sois capable de dire, ok, si cette constante varie, comment est-ce qu'elle varie? Mais ça, je ne peux pas le dire a priori. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut que je me place dans un cadre théorique plus général que le cadre théorique où cette constante est constante. Et pour cela, donc, ça nécessite de faire des modèles théoriques. Donc maintenant, comment faire un tel modèle? Et est-ce qu'il y a vraiment une nécessité, est-ce qu'il y a une motivation théorique pour faire de tels modèles? Alors revenons un petit peu en arrière et revenons à notre cher ami Isaac Newton. Dans la formulation, je veux dire, du monde selon Isaac Newton, finalement les choses sont assez simples. La matière se déplace dans une sorte de grande scène qui est l'espace, qui est quelque chose, une entité fixe, qui n'est pas affectée par la matière, et le temps coule de façon inexorable. D'autre part, toutes les constantes sont vraiment des constantes. On va dire qu'on est dans un cadre assez rigide. Au début du siècle, avec Einstein, il se passe une révolution avec la formulation de la relativité générale. On se rend compte que l'espace-temps n'est pas quelque chose qui est donné a priori, qui est quelque chose de fixe, mais c'est la matière dans l'univers qui détermine la structure de cet espace et en fait la structure du temps, donc la structure de l'espace-temps. Avec Einstein, il devient impossible de penser l'espace indépendamment du temps. Les deux sont d'une certaine façon unis pour devenir quelque chose de dynamique. Et les constantes, quant à elles, restent des choses complètement fixées. Et Einstein a eu le bon goût de nous donner ce qu'on appelle aujourd'hui les équations d'Einstein, qui nous disent, si je connais comment est répartie la matière dans l'univers, alors je peux en déduire quelle est la structure de l'espace et du temps dans cet univers. Donc je peux considérer, cet espace-temps est quelque chose qui va varier, qui va avoir des structures, mais je peux l'étudier en fonction de la matière qui existe dans mon univers. Bien sûr, les gens, avec l'unification des différentes interactions, on a voulu unifier la théorie de la gravité avec les trois autres interactions qui sont, elles, unifiées d'autre part. Et une des voies pour cela a été de considérer ce qu'on appelle la théorie des cordes. Alors dans cette théorie, elle hérite en fait d'Einstein parce que l'espace-temps est encore une quantité dynamique. Mais dans cette théorie, les constantes deviennent aussi des quantités dynamiques. Tout comme l'espace-temps était tombé de son piédestal avec Einstein, les constantes tombent de leur piédestal
avec la théorie des cordes. Le malheur, c'est que ces gens qui sont par ailleurs très intelligents, ne nous ont pas donné les équations. Vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation ici. On ne connaît pas les équations qui régissent l'évolution de ces constantes. La raison, c'est qu'actuellement, c'est une théorie qui est encore en gestation, dont la formulation correcte n'est pas encore connue. Donc, ce qui explique pourquoi on ne connaît pas ces lois. Mais ça pose un problème, puisqu'on a quelque chose qui maintenant, un cadre théorique où l'on peut penser ces constantes de manière dynamique, mais où il est finalement difficile de comparer avec les observations, puisqu'on n'a pas la loi qui régit la dynamique de ces constantes. Alors, une des caractéristiques générales de ces théories, c'est l'existence de dimensions supplémentaires. Donc, autour de nous, nous avons 3 dimensions d'espace et une dimension qui caractérise le temps. Donc on a un espace-temps qui a 4 dimensions. La formulation théorique de ces théories, les théories des cordes, en fait, se place dans des espaces qui sont de beaucoup plus grande dimensionnalité. Alors pour comprendre en fait, le rôle que vont jouer ces dimensions supplémentaires, ces dimensions que nous ne voyons pas, faisons une analogie avec un tube capillaire. Donc je prends ici un tube capillaire, donc un tout petit tube fin, et je regarde ce tube et je veux le décrire. Je prends ce tube capillaire, si je le regarde de loin, je vais le décrire globalement par une seule dimension, sa longueur. Et puis je vais dire c'est un fil, ça a une tension. D'accord, donc la description de mon capillaire à une échelle, disons quand je le regarde de loin, c'est une longueur et une tension. Si je le regarde au microscope, je me rends compte que ce capillaire finalement n'est pas un fil, mais est un tube. Un tube a un rayon R, et maintenant c'est une surface, donc il n'a plus simplement une tension comme un fil, il a ce qu'on appelle une tension surfacique, un peu comme un pneu. Alors je vois que si je regarde avec plus de précision cet objet, j'en ai une description qui est nouvelle, qui a une dimension supplémentaire. Cet objet n'a plus simplement une dimension qui est sa longueur, il a 2 dimensions, une qui est en fait parallèle au fil et une qui, je vais dire, est transverse. Et le fait que je vois cette dimension va dépendre de la résolution avec laquelle je peux regarder ce fil. Si je n'ai pas de microscope, par exemple, je ne peux pas me rendre compte que cet objet a une dimension qui est de 2. Deuxième conséquence, c'est que cet objet, finalement, s'il est décrit si finalement à l'échelle microscopique, il est représenté par un petit tube, il est caractérisé par son rayon et par sa tension surfacique. Ce qui veut dire que ce que j'observe de loin, on va dire de façon effective, ce que je peux mesurer, sa tension en tant que fil, n'est pas quelque chose de fondamental. Elle est liée à cette tension surfacique que j'ai appelée S et au rayon de mon capillaire. Donc on voit que la chose qui est finalement fondamentale, si c'est cette théorie, c'est cet objet microscopique, alors les objets qui sont fondamentaux sont son rayon et sa tension surfacique, et les objets que je vois à mon échelle, avec mes yeux, de loin, c'est sa tension. Donc si je le décris et si je dis, je le décris et je dis sa tension est une constante, finalement je fais un petit peu une erreur, parce que finalement ce qui serait constant, c'est plutôt sa tension surfacique, et il a un certain rayon. Donc maintenant, si ce rayon, pour des raisons encore à expliquer, change, ce que j'appelais constante avant, parce que je ne connaissais pas la théorie microscopique, est quelque chose qui va évoluer. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec les théories des cordes. J'ai pris ici l'exemple de la constante de gravitation. Supposons qu'il y a une seule dimension supplémentaire. Ma théorie microscopique est une théorie à 5 dimensions. Elle a une constante de gravitation que j'appelle G avec un petit indice 5 pour rappeler le fait que c'est à 5 dimensions. Mais bien sûr, il y a une dimension qui a un certain, disons, rayon R, comme mon capillaire ici, et ma constante de gravitation que j'observe dans mes expériences de tous les jours, qui sont des expériences d'assez basse énergie, donc qui n'ont pas finalement la résolution de ce microscope pour me révéler la structure microscopique, je mesure cette constante de gravitation, qui est une constante de gravitation à 4 dimensions, puisque je ne vois pas cette dimension supplémentaire, qui est liée à cette constante et au rayon de ma dimension supplémentaire. Donc on voit que ce que j'appelais constante fondamentale dans ma théorie à 4 dimensions, ma théorie d'Einstein, si je passe dans ce cadre plus général, tel que les théories des cordes, est relié à une autre constante fondamentale, mais à un paramètre qui a un rayon, qui est une caractéristique géométrique de mon espace de plus grande dimensionnalité, et qui peut être une quantité dynamique.
Donc on voit que si cette quantité varie, alors moi, dans mon monde à 4 dimensions, je vais voir une constante de gravitation qui varie. Donc le rayon peut varier. Je ne sais pas très... Donc si ce rayon varie, ça a deux conséquences. C'est premièrement, comme je vous l'ai montré sur l'exemple de la constante de gravitation, ces constantes vont varier de façon liée à ce rayon qui peut varier. Mais ce qu'on peut montrer aussi, bon, c'est un peu plus compliqué, il faut un peu me croire, c'est qu'il n'y a pas que la constante de gravitation. Les autres constantes varient. Et on peut prédire comment ces constantes varient de façon relative. Je peux dire, par exemple, que si la constante de structure fine varie de 1%, alors le rapport entre la masse de l'électron et la masse du proton, peut-être, va varier de 10%. Je peux faire ce genre de... Dès que je me place dans un type de théorie, je peux faire ce genre de prédiction. Et donc, je peux comparer avec mes observations et je peux passer au crible, en fait, ces différentes théories. Alors, si on récapitule un petit peu où on en est arrivé, on est parti sur des considérations finalement assez banales, en se posant la question, est-ce que la masse de mon électron est toujours la même? Et d'une part, ça nous a permis de trouver des possibilités de tester des propriétés géométriques de l'espace, telles que l'existence potentielle de dimensions supplémentaires, et aussi des extensions du cadre de la description de l'interaction gravitationnelle, donc, telles que les théories des cornes. Mais bien sûr, dans ces théories, comme je vous l'ai dit, comme on n'a pas les lois d'évolution de ces dimensions supplémentaires, une des questions est de savoir, finalement, ces constantes, on a dit au départ, elles varient très très peu. Donc ça veut dire que si ces rayons varient, ils varient aussi très très peu. Donc ils sont quasiment stabilisés. Donc en étudiant en fait ces constantes, en montrant qu'elles sont soit très constantes, soit qu'elles ont varié, j'obtiens une information sur la loi de variation de mes dimensions supplémentaires, bien sûr dans le cas où elles existeraient. Et donc j'obtiens une information sur la dynamique de quelque chose auquel je ne peux pas avoir d'informations d'un point de vue électromagnétique, par exemple. Donc c'est une nouvelle fenêtre en fait, d'observation sur des nouvelles structures de l'espace et du temps. Comme nous l'avons vu, sur l'exemple des spectres vectoisards, il semble y avoir une détection. Alors cette détection est à la fois discutable, mais aussi très discutée. Il y a un grand débat, et aussi bien d'un point de vue observationnel, donc de nouvelles équipes qui reprennent ces mesures et qui essayent de critiquer l'autre équipe, mais aussi des théoriciens qui essayent de comprendre, de créer des cadres théoriques pour comprendre la possibilité d'une telle détection. Et comme je vous l'ai dit, toutes les constantes doivent varier, et il existe d'autres mesures dans les mêmes nuages d'absorption qui semblent être en contradiction avec cette détection. Donc ça, c'est aussi une nouvelle voie. Mais pour étudier cette compatibilité, c'est toujours la même chose. Il faut se mettre dans un certain cadre théorique. Et donc, on peut toujours dire, ben, vous n'avez pas le bon cadre théorique, allez chercher plus loin, continuez votre boulot, vous avez mal bossé. Donc voilà où on en est arrivé. Et donc, ce que j'aimerais arriver à avoir fait passer, c'est que cette poser une question aussi, peut-être qui semblait aussi triviale que est-ce que les constantes varient, nous offre une nouvelle voie de poser des questions sur les structures de l'espace et du temps. Et que ça, c'est quelque chose qui est finalement assez fascinant. Donc je vais m'arrêter là. Pour ceux qui en auraient encore envie, c'est bientôt l'hiver, donc je vous ai mis deux, trois références donc, de vulgarisation où toutes ces choses-là sont un petit peu plus développées, et principalement l'aspect historique que j'ai un petit peu élagué, parce que, bon, pour rester un petit peu dans le cadre horaire que m'a donné l'organisateur. Voilà. Merci. Merci Jean-Philippe. Écoute, vraiment, c'est une constante très réglée, à 1 heure, hein, pile poil. J'ai pas de montre, moi, tu sais. Bravo. Ça m'évite de me comparer à quoi que ce soit. Non, bah écoute, on te fera faire une autre conférence dans 1 an pour voir si tu respectes exactement les mêmes délais. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'imagine que oui. Alors, je vous rappelle comment on fait. Donc, vous levez le doigt et on vous tend le micro, puisque tout est enregistré depuis le début. Ça me fait courir un peu. C'est très bien. Merci. Quand vous parlez de la charge de l'électron, j'imagine que vous faites la mesure en rapportant d'une façon ou d'une autre la charge de l'électron à celle d'un proton qui lui fait face. Mais ce qui ce qui vous donne le résultat, c'est la charge de l'électron et du proton. Est-ce que, de la même façon, on est toujours sûr que
c'est la même charge. Ah non, non, mais là, après, c'est une très bonne question. J'ai considéré que c'était la même charge, j'ai simplifié, mais il faut préciser dans quel cadre théorique on se place. Et donc, bien sûr, il faut que vous me donniez un cadre théorique pour décrire l'interaction des fermions avec le champ électromagnétique. Et bien sûr, il y a une constante de couplage. Il se trouve que, de façon assez générique, tous les fermions vont avoir la même constante de couplage. Je ne connais pas de théorie qui marche très bien avec différentes constantes de couplage pour différents types de fermions. Donc, il doit y avoir des contraintes qui viennent, en fait, d'autres contraintes théoriques qui viennent à ce niveau-là. Donc, ce que je dirais, sans réfléchir comme ça, c'est qu'en fait, on ne doit pas avoir le choix. Pour écrire une théorie qui soit consistante, je crois ça qu'on ait vraiment le choix de mettre deux charges différentes. Mais avec un petit bémol qu'il faut vérifier. Ça serait ma réponse juste comme ça. Je vais en profiter de mon privilège d'organisateur pour poser une question quand même. Est-ce que tu peux expliquer avec un petit peu plus de détails pourquoi, parce qu'une constante varie, les autres doivent varier? Alors, on peut allumer, je crois, ici. c'est compliqué. Alors, ce que je dis, c'est que dans un certain nombre de cadres théoriques, si une constante varie, beaucoup d'autres constantes doivent varier. Je n'ai pas dit que de façon générale, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut toujours écrire des modèles, je peux toujours écrire un modèle, et bon, je sais, c'est pas difficile, dans lequel simplement l'électromagnétisme, donc la charge de l'électron peut varier, c'est quelque chose qui est possible de faire. Mais dans le cadre, dans un cadre assez général des interactions fondamentales, on n'a pas beaucoup le choix, parce que donc il y a ce que j'ai appelé alpha. Donc ici, je vais mettre 1 sur alpha. Donc 1 sur la charge de l'électron. Alors, il y a une grande découverte de cette deuxième moitié, disons de la moitié du siècle précédent, deuxième moitié du siècle précédent, c'est que la charge de l'électron, finalement, n'est pas une constante, mais elle dépend de l'énergie à laquelle je la mesure. C'est ce qu'on appelle le groupe de renormalisation. Donc c'est quelque chose d'assez technique. Mais si je regarde un électron à une certaine énergie, je ne vais pas mesurer la même charge. Alors pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire regarder, par exemple, un électron? C'est je vais lancer une particule chargée d'une certaine énergie et finalement, si je lance un autre électron sur mon électron, ils ont tendance à se repousser et le moment en fait où ils se repoussent est d'autant plus tardif que mon... Bon, je vais faire un dessin, c'est plus simple. Celui-ci est fixe et j'envoie un autre électron dessus et je veux me rapprocher le plus près possible. Donc si ma vitesse, comme ils ont tendance à se repousser, si sa vitesse au départ est plus grande, il se rapproche d'autant plus près. Alors ensuite, pour comprendre en fait ce qui se passe, c'est qu'un électron, ce n'est pas simplement une particule ponctuelle avec une charge, il faut gérer en fait son interaction avec le vide. Et le vide, ce n'est pas simplement rien. Le vide, c'est une sorte de vase fluctuant avec des particules et des antiparticules. Et ces particules et ces antiparticules, en fait, sont chargées positivement, négativement. Donc il y a autour de cet électron une sorte, on va dire, de nuages plus positifs et négatifs. Un petit peu comme quand vous faites de la chimie, quand vous avez un ion en solution, si je le regarde de très près, il a une certaine charge. Si je le regarde de loin, en fait, il y a un effet d'écrantage. Donc il peut y avoir un effet d'écrantage en fait, par le vide, ce qui fait que si je m'approche d'autant plus près, en fait, je ne mesure pas la même charge de l'électron. C'est peut-être un peu technique, mais en conclusion, ce que ça veut dire, c'est que ma charge de l'électron, donc ce qui caractérise mon interaction électromagnétique, dépend de l'énergie. Donc je vais, disons, la tracer comme ça. Ce n'est pas important. Alors je vous ai dit, il y avait deux autres interactions fondamentales. L'interaction faible et l'interaction forte, elles sont aussi, je les appelais 2 et 3. Elles sont aussi caractérisées donc, par l'équivalent d'une charge électrique, qui n'est pas une charge électrique, mais par une autre charge. Et ces charges dépendent aussi de l'énergie. Alors on va faire quelque chose comme ça. Et donc une des grandes stupéfactions des gens quand ils ont calculé ces courbes, c'est qu'elles semblent en fait s'intersecter en un point. Et donc c'est ce qu'on appelle l'énergie de grande unification. Et en fait, ce que l'on pense dans ces théories qui s'appellent les théories de grande unification, c'est qu'au-delà de cette énergie,
ces 3 interactions qui semblent être des interactions différentes ne sont en fait que 3 aspects d'une même interaction, qui prend des aspects différents en dessous d'une certaine énergie. Alors ceci, en fait, c'est un schéma qui est assez rigide. Donc on voit bien que si ma constante électromagnétique varie, et que ce schéma d'interaction ce schéma d'unification des interactions est quelque chose qui tient, alors si je varie cette courbe, si je l'amène ici, mon point ici va bouger d'une certaine façon. Et ce que je vois, c'est que mes autres constantes d'interaction varient aussi. Donc ça, c'est un petit argument pour dire que si je suis dans un cadre théorique qui finalement tient assez bien la route, qui est le cas des théories grandes unifiées, alors si l'intensité d'une des interactions varie, l'intensité des autres interactions doit varier. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Après, pour les masses, c'est un peu plus compliqué. Je crois que... D'accord, merci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Oui. J'ai cru comprendre dans votre exposé que la grande unification est maintenant admise par les physiciens. Là, pardon. La grande unification est maintenant admise ou pas? Tout dépend de ce qu'on appelle admis. C'est-à-dire que, en fait, elle se passe en 2 étapes. Il y a d'abord l'unification de la force électromagnétique et de la force faible. On a une force qu'on appelle la force électrofaible. Et ça, je veux dire qu'elle est admise, puisque on l'a vu au CERN. Il y a eu des gens qui ont eu le prix Nobel pour ça. Donc, c'est quelque chose qui est établi. En fait, pour la 3e, ce n'est pas tout à fait le cas encore, même d'un point de vue théorique. Les courbes ne tombent pas exactement au même endroit et ça dépend en fait. Donc il y a des groupes de symétrie qui sont cachés, il y a beaucoup de choix et il n'y a pas de, je vais pas dire qu'il n'y a pas de statut de la communauté sur ça et il n'y a pas de preuve expérimentale pour l'instant. C'est simplement des indications. Ce qu'il y a, c'est que si on va dans un cadre théorique type supersymétrie ou type théorie des cordes, alors ce genre de théorie grande unifiée apparaît aussi. Donc, ce qui est encore une autre motivation théorique pour les considérer. Mais si ce n'est pas là, pour l'instant, au niveau observationnel ou expérimental, c'est pas, je ne vais pas dire c'est pas catastrophique. Mais c'est comme toujours, comme ça, on a beaucoup de difficultés d'avoir des expériences et des observations. On est guidé à la fois par une logique de tout théorique et certains faits expérimentaux. Donc, c'est un peu... la démarche. Dans la dernière diapo, vous disiez que l'étude des constantes permettait de possibilité de tester les propriétés géométriques de l'espace, et vous avez parlé de dimensions supplémentaires. Ma question, c'est quels sont les tests envisagés ou en cours, ou on en est où là-dessus, quoi? Alors, il y a plusieurs effets. Là encore, c'est difficile de donner une réponse complètement fixe, parce que, comme je vous l'ai dit, la théorie des cordes a plusieurs formulations. Ce n'est pas quelque chose de bien établi, donc je ne peux pas vous dire voilà le test. Mais dans un certain nombre de cas, on a des effets. Alors, si j'ai des dimensions supplémentaires, un des effets, c'est qu'à petite échelle, je peux avoir un écart par rapport à la loi de Newton. Donc la loi de Newton, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Donc je vous ai dit que cette force-là se comporte comme 1 sur la distance au carré. Et si je vais à 5 dimensions, en fait, elle va se comporter comme 1 à la puissance 3, elle va devenir plus faible. Donc si j'arrive à des dimensions, en fait, si j'arrive à des distances qui sont, disons, de l'ordre de ce rayon des dimensions supplémentaires, ce que je vais voir, c'est que ma force de gravitation, au lieu de se comporter en 1 sur R2, elle pourrait se comporter en 1 sur R3. Alors ça, il y a des tests qui sont faits. Donc les gens en laboratoire essayent de tester la loi de Newton aux plus petites échelles possibles. Alors pour l'instant, la contrainte, on arrive à 300 microns. Donc on sait que la force de gravité se comporte comme la loi de Newton sur des échelles plus grandes que 300 microns. Après, les autres tests de la loi de la gravité sont principalement dans le système solaire. Donc jusqu'aux échelles, disons, de la taille du système solaire, il n'y a pas de déviation notable par rapport à la loi de la gravitation, à la loi newtonienne. Donc quand je dis Newton, en fait, je pense Einstein, mais c'est pareil. Pourquoi pour moi? Ensuite, on peut argumenter que jusqu'à, disons, une taille de 2 mégaparsecs, la taille d'un amas de galaxies, globalement, cette loi tient encore la route.
La raison, c'est que on observe des effets de l'antigravitationnel par des amas de galaxies. En fait, on peut comparer leur émission X et les effets gravitationnels. Donc, on peut en fait reconstruire de deux façons différentes le potentiel gravitationnel et se rendre compte que c'est compatible avec la loi de Newton. Donc, bien sûr, les barres d'erreur sont beaucoup plus grandes, mais il n'y a pas de déviation notable en fait, jusqu'à ces échelles-là. Donc, la taille d'un amas de galaxies. Et au-delà, je vais dire qu'il n'y a pas vraiment de test direct de la loi de la théorie de la gravitation sur des échelles cosmologiques. Et en fait, c'est aussi une des motivations sous-jacentes pour étudier ce genre de choses, c'est qu'on s'est rendu compte dans un certain nombre de modèles théoriques que si la gravitation se comportait différemment à très très grande échelle, par exemple en 1 sur R3 au lieu de 1 sur R2, c'est-à-dire qu'elle reprenait un caractère, disons, 5-dimensionnel, alors dans ce cadre-là, on pourrait expliquer de façon beaucoup plus simple l'expansion accélérée de l'univers aujourd'hui. C'est-à-dire, donc ça c'est le fameux problème de la constante cosmologique, donc ça va m'emmener un petit peu loin si je commence à expliquer tout ça. Mais donc vous avez peut-être entendu parler qu'aujourd'hui on était en train de les données observationnelles, donc de supernova, du fond diffus cosmologique, un certain nombre de la combinaison de données cosmologiques ont tendance à indiquer que l'univers est en expansion accélérée. Et une des façons de comprendre cette expansion accélérée, c'est-à-dire que ce qui dirige l'expansion de cet univers, en fait, c'est l'énergie du vide, ce qu'on appelle la constante cosmologique. Le seul problème, c'est que pour que ça soit compatible avec les observations cosmologiques, il faut que cette constante soit extrêmement faible. Et ça n'arrive pas de façon tout à fait naturelle. Donc, au niveau de la physique des particules, on peut expliquer qu'elle soit très très grande, soit strictement zéro. Strictement zéro s'il existe une symétrie qui l'oblige de rester zéro. Et on ne sait pas expliquer de façon naturelle qu'elle soit très très faible. Et une façon d'expliquer, donc une façon alternative d'expliquer cette expansion accélérée, c'est le fait qu'elle soit effectivement zéro, cette constante, mais que la loi de la gravitation changeant à très très grande échelle, ça implique une accélération de notre univers aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de modèles en fait, qui se sont développés dans cette optique-là, mais qui n'ont pas, je vais dire, de vérification expérimentale directe pour le moment. Donc si on en est au test donc, de la loi de la gravité, je dirais typiquement, en dessous de 300 microns, on ne sait pas, et si on est conservateur, au-dessus de la taille du système solaire, on ne sait pas trop. Donc il y a d'autres petits tests, hein, le pulsar binaire, ce genre de choses qui nous donnent des informations. Mais si on veut vraiment être conservatif, on va dire entre 300 microns et la taille du système solaire. C'est un peu... Donc la question initiale, c'était donc tester les dimensions supplémentaires. Donc une façon, c'est de tester donc, la loi de la gravité. Et la seconde façon que je connais, c'est de tester en fait, la constante des constantes et la constance des constantes. Et j'en vois pas d'autres directement. Donc, bien sûr, en accélérateur de particules, si on avait des accélérateurs qui sont assez puissants et qui nous permettent de monter à très haute énergie, on pourrait faire en fait, des expériences dans lesquelles les excitations en fait, de ces dimensions supplémentaires apparaissent. Et on pourrait avoir une signature en accélérateur, mais pour l'instant, c'est complètement en dehors de ce qu'on peut atteindre, même, je pense, dans les 50 ou 100 prochaines années. Donc, la cosmologie et l'astrophysique est peut-être le seul domaine qui nous permettra d'avoir une information en fait, sur ces théories des très très hautes énergies, sûrement avant la physique des particules. Mais bon, là, je m'engage un peu, je ne sais pas. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Sujet difficile, mais passionnant. Oui. Et je te poserai une question après. Bon. Vous avez dit au début qu'il était possible de décrire un certain nombre de phénomènes avec 3 constantes universelles. Alors, il y a un papier où vous avez cité 3 et 0. Certains disent 2. Oui. C'est pour ça que j'ai mis des points. Et j'ai mis 3 petits points. Et ce que j'ai dit avant de m'engager sur ce terrain qui est dangereux, c'est que mon point de vue est que c'est pas une question physique, c'est plutôt une question métaphysique en soi. Mais si on arrive à 0, le problème est résolu. Si on arrive à 0, le problème est résolu, mais moi, je n'arrive pas à croire que ça puisse être 0, parce qu'une théorie qui a 0 constante, quelque part, je ne peux l'imaginer que comme une théorie qui n'a pas d'échelle caractéristique, qui va être invariante sous toute dilatation. Et quelque part, je veux arriver à des théories effectives qui ont ces constantes-là, donc il doit y avoir quelque part des limites de validité, des échelles caractéristiques, et je ne peux pas concevoir dans une théorie, mais ça c'est mon point de vue je veux dire philosophique personnel, qu'une théorie même du tout n'ait pas d'échelle caractéristique. Ça,
j'arrive pas à le concevoir. Mais il y a eu des échanges entre différentes personnes avec des points de vue. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'à chaque fois qu'on lit le point de vue de quelqu'un ou qu'on discute avec quelqu'un d'autre, on change d'avis. Et puis, donc je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que demain je vous dirai autre chose. Hein. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une question, et qui est peut-être, c'est pour ça que je l'appelle métaphysique, qui est vraiment sur ce qu'est une théorie finalement du tout, et à quel point est-ce qu'une théorie physique... Est-ce qu'il y a un input extérieur qu'il faut... Est-ce qu'une théorie physique peut tout décrire? Est-ce qu'il existe... Bon, ça, je ne sais pas. Donc, c'est un petit peu... Bref, voilà, je suis un peu sec, là. Je n'ai pas trop beaucoup plus à dire là-dessus. Oui, ça me renvoie à une autre question qui était à propos de la loi de Newton. Il me semblait qu'il y avait eu une tentative de modifier la loi de Newton, justement à grande distance, pour... évacuer le problème de la matière noire dans les galaxies lorsqu'on s'éloigne du centre d'une galaxie. Est-ce que ça tient toujours la route comme possibilité ou est-ce que ça a été abandonné? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'on appelle la théorie monde, M-O-N-D, qui a été formulée par Mordechai Milgrom. Donc, le problème avec cette théorie, c'est qu'il est difficile de faire beaucoup de calculs, en fait, parce que c'est une théorie phénoménologique et qui ne change pas finalement la forme en 1 sur R2 de la gravité, mais qui change l'inertie des corps. Elle dit que l'inertie des corps va dépendre de la vitesse de ces corps-là. Donc mon inertie pourrait dépendre de ma vitesse. C'est clair que, a priori, on peut se dire, testons le fait que ma masse inerte ne dépend pas de ma vitesse. C'est quelque chose que j'ai le droit de tester, puisque je dis masse inerte égale masse grave, c'est mon principe d'équivalence. Le problème, c'est que, premièrement, le problème que je vois, c'est que je ne connais aucune formulation théorique de cette idée. Donc c'est assez phénoménologique, les gens mettent des fonctions, des petits trucs comme ça, mais on ne peut pas vraiment faire de calcul dans le cadre de cette théorie. Et pour moi, une théorie, on ne peut pas faire de calcul et on ne peut pas prédire des effets observationnels ou expérimentaux. J'ai du mal à la comparer à des expériences. Donc ça, c'est un petit peu le point faible de cette théorie. Et tous les gens qui ont essayé de le faire se sont un peu cassés les dents. Il n'y a personne qui a réussi à la formuler. Donc, d'un certain côté, oui, elle tient, mais peut-être parce qu'elle n'est pas suffisamment bien formulée. Donc c'est une idée intéressante, parce qu'on peut se poser ce genre de questions, et ça renvoie à une autre question qui est quelle est l'origine de la masse? Est-ce qu'il y a vraiment une masse inerte, une masse grave? Quel est le lien entre ces différentes masses? Ça, c'est des réponses pour lesquelles on n'a pas vraiment de questions aujourd'hui. Donc c'est tout à fait légitime de proposer ce genre d'alternative, mais je pense que pour l'instant, on ne peut pas vraiment en parler, en fait. Voilà. Il y a eu un petit article, je crois, dans Sciences et Avenir, ou dans Ciel et Espace, il y a quelques semaines, ou Sky and Telescope, je ne sais plus, un des deux, qui faisait un peu la revue de la théorie de Milgrom. Donc, Bien. Bon, s'il n'y a plus de questions... Ah, encore une? D'accord. Dernière, peut-être. Vous avez fait le distinguo au début de votre exposé entre la gravitation newtonienne et la mécanique newtonienne. Vous pouvez expliquer un peu plus? Oui, ça, c'est peut-être un... Peut-être que s'il y avait des profs de physique, ils me diraient oula, c'est pas la bonne dénomination. Moi, ce que j'appelle mécanique newtonienne, c'est simplement une théorie dans laquelle je n'inclus pas la gravitation. Donc, c'est la cinématique des corps. C'est-à-dire, si je mets telle force sur tel corps, alors c'est ce qui me permet de décrire la cinématique. Et donc, dans ce cadre-là, les mouvements inertiels, ce sont les mouvements rectilignes uniformes. Et maintenant, si je me mets dans un cadre gravitationnel, alors j'ai l'interaction gravitationnelle automatiquement dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un petit peu le distinguo que je fais. Je pense que ça me semble être la dénomination standard, mais peut-être que c'est pas exactement la même chose dans les livres de cours de physique. Donc, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que physicien? Alors, tout dépend comment on formule le principe anthropique. Et ça encore, c'est un terrain miné. Alors, mon interprétation du principe anthropique est la suivante. Je vois ça, en fait, pour moi, ce n'est qu'une interprétation du théorème, une reformulation du théorème de Bayes, donc des probabilités conditionnelles. Donc, ce que je dirais, c'est que quand je fais une observation, il faut que je prenne en compte que je suis l'observateur. Donc, il existe un observateur. Donc quand je compare une théorie à un modèle, il faut que je compare des probabilités
de certains paramètres. Et donc si j'ai la probabilité que certains de mes paramètres soient blablabla, il faut que je la prenne en compte que cette théorie permette l'existence d'observateurs. Et dans ce sens-là, c'est rien du tout le principe anthropique. C'est simplement prendre en compte le fait que je suis là et que je fais l'observation. Donc c'est prendre en compte un fait observationnel trivial. Après, il y a d'autres gens, et à mon avis, je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça, principalement John Barrow et ces gens-là, qui ont vu un dessin, donc un dessin dans l'univers, c'est-à-dire qu'ils ont renversé le principe anthropique en disant l'univers doit être tel que des observateurs doivent apparaître. Et ça, Dieu seul sait ce que l'univers, quoi. Dieu seul sait ce que Dieu voulait faire et Dieu seul sait ce que l'univers. Donc j'en sais rien. Et c'est pas dans ma théorie physique. Donc moi, ce qui m'intéresse, je veux dire, en tant que, là, je suis là en tant que scientifique. Ce qui m'intéresse, c'est que je formule des théories, c'est-à-dire j'essaye de donner une description la meilleure possible des phénomènes que j'observe autour de moi, la plus unifiée. Bon, j'ai certains critères qui sont, et je veux comparer ces théories à mes observations, à mes expériences. Et je ne veux pas donner de dessin a priori à la nature, parce que je ne veux pas rentrer comme acteur dans ma théorie physique. Mais ça peut être discutable. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à... Comme ? Oui. Je ne sais pas que lui soutenait cette thèse. Comme ma thèse, voilà, c'est ça. Moi, c'est simplement le théorème de Bayes. Et si je prends en compte la mécanique quantique, je dirais que c'est quelque part, c'est une sorte de version classique de réduction du paquet d'ondes. Bon, donc, pour moi, ça n'a rien de mystérieux. Donc ça, c'est ce que les gens appellent le principe anthropique faible. Mais à mon avis, c'est le seul qui tient vraiment la route. Je veux dire, honnêtement, si on ne veut pas faire de blabla, c'est le seul qui tient la route. Voilà. Oui, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, un peu en conclusion, vous avez donné le tableau de l'ensemble des expériences faites, qui étaient toutes inférieures à l'expérience Okla, l'expérience météorite, etc. Et puis la fameuse expérience détection discutable et discutée. Et puis il y en avait une qui portait sur une durée encore plus grande, 15 milliards d'années, je crois, quelque chose comme ça, mais qui, elle, était... Alors, comme les chiffres sont passés assez vite, je voudrais savoir si l'ensemble du tableau est compatible. Comme j'ai dit, pour savoir, il faut pouvoir... C'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Bon, donc 10, c'est compatible dans le sens où... 10-5, oui, évidemment. Entre 7, 10-9 et 15, 10 puissance 9, voilà, donc... il y a moins... Le truc, c'est que 5, bon. Personne n'a dit que cette variation était linéaire ou quoi que ce soit. Hein. Donc, donc ici, il y a 1% à peu près à 15 milliards d'années et il y a 0,001% à 7 milliards d'années. Bon, je ne sais pas. Comme je disais, c'est pour ça qu'il faut des modèles théoriques qui me disent voilà la variation temporelle de votre constante et ensuite vous comparez aux différentes données. Donc c'est un petit peu comme si je fais du slalom géant, j'ai un certain nombre de portes par lesquelles je dois passer. Il faut que je trouve la théorie qui passe dans ces portes-là. Mais comme j'ai beaucoup de mal à formuler des modèles théoriques, je sais qu'il existe des modèles théoriques que je vais considérer comme bien motivés, qui permettent d'avoir ce genre de choses. Donc, je les étudie et puis il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'étude parce que tout le monde voudrait comprendre cette mesure-là. Elle est très importante. Soit elle se confirme et puis il faut vraiment la comprendre, soit elle va tomber, mais de toute façon, tout ce qu'on aura appris, même si elle tombe, on aura beaucoup gagné. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Mais il n'y a pas d'incompatibilité a priori. Mais bon, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que si je prends celle-ci et celle-ci, par exemple, une variation temporelle linéaire, par exemple, est exclue. Donc on peut dire des choses comme ça, mais est-ce que ça doit être linéaire dans le temps, linéaire dans le facteur d'échelle, linéaire dans je ne sais pas quoi? C'est compatible avec les horloges. Oui, les horloges. Mais tu vois, les horloges vont gagner un facteur 100, donc... Bon, écoute, on va en rester là pour ce soir. On va te remercier encore une fois. Merci à vous et rendez-vous le mois prochain pour une conférence de Alain Aumont sur le ciel lointain en infrarouge. Pour ceux qui veulent connaître les détails du programme jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, vous avez des programmes qui sont sur le présentoir dans le hall de l'accueil.